On connaîtra dimanche soir le vainqueur de la primaire de la belle alliance populaire du Parti socialiste, puisqu'ils sont tous les deux socialistes maintenant. Et on va envisager aussi les relations de ce vainqueur avec la gauche de la gauche, la France insoumise. C'est avec Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français que nous sommes ce matin, qui est également sénateur. Pierre Laurent. Bonjour. Alors avant de parler de l'avenir de la gauche, on va se pencher un peu sur François Fillon. Votre regard sur cette histoire d'attaché parlementaire de son épouse, Pénélope? Moi, je crois qu'il faut renoncer à ces pratiques. Il faut changer le règlement, puisque effectivement c'est légal aujourd'hui. On peut faire ça. On peut employer librement quelqu'un de sa famille. Je crois qu'il faut. Il faut aller sur le modèle européen. Il faut changer cette pratique, et je crois qu'il faut l'interdire. Ça devrait être le bon sens qu'on ne le fasse pas. Ouais. Comme manifestement ça n'est pas le cas. C'est assez courant quand même. Hein. C'est pas la majorité, mais c'est un peu trop. C'est trop courant. Et je crois qu'il faut le changer, tout simplement. Ouais. Parce que je pense qu'il y a suffisamment d'attachés parlementaires qui peuvent travailler sans qu'on crée la suspicion de cette manière. D'accord. Sur ça peut avoir une incidence sur sa campagne électorale? Oui, je crois il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui sont manifestement très surpris, et d'autres très en colère de cela. Ouais. Donc je pense que ça dépendra aussi de la manière dont la justice évolue sur cette question. Je ne sais pas si elle va le faire rapidement. Mais le jugement est davantage moral que judiciaire, en l'occurrence. Oui, mais je pense que c'est d'abord une question éthique et morale, avant d'être une question juridique. Alors, vous avez un favori pour dimanche soir à la Belle Alliance Populaire? Je suis comme tout le monde. Je pense que Benoît Hamon a des chances de l'emporter. Et moi, je me réjouis de ce qui se passe, parce que ça veut dire que ce que je pensais depuis toutes ces dernières années, c'est-à-dire que Manuel Valls gouvernait contre la majorité des femmes et des hommes de gauche de ce pays, y compris contre la majorité de ceux qui sont des électeurs socialistes, se confirme. C'est un homme de droite, en fait, Valls? C'est un homme qui a mené une politique libérale, et qui a endossé cette politique libérale, et qui l'a encore fait dans le débat de mercredi soir, en reprenant des thèmes de la compétitivité et en fait de la baisse du coût du travail, tels qu'il les a portés comme Premier ministre. Alors, si Hamon gagne dimanche soir, est-ce qu'on parle avec lui? Est-ce que c'est possible? Mais moi, je n'ai jamais cessé de parler avec Benoît Hamon, donc je continuerai à le faire. Je pense que ça change le paysage pour une raison fondamentale. C'est qu'on disait que la gauche était disqualifiée. On annonçait quasiment tous les jours la disqualification de la gauche. Moi, je crois qu'avec le dynamisme de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, avec ce qui se passe dans la primaire socialiste, on voit qu'au contraire, la gauche a des chances. Alors que faire face à cette situation? Moi, j'ai envie surtout qu'on pousse le débat d'idées, parce que c'est ça qui vient de réveiller la gauche, y compris... Il y a quand même des contingences électorales. Est-ce que vous pouvez faire cause commune avec Hamon? Je pense qu'il faut d'abord continuer. Je pense qu'il faut continuer de développer le débat de proposition. Je crois que la campagne de Jean-Luc Mélenchon doit s'amplifier pour porter des propositions. Elle n'est pas assez dynamique? Si, elle est déjà dynamique, mais je pense qu'il faut pousser cela, et puis continuer le débat de convergence. Sauf que Mélenchon dit à quoi ils servent, les socialistes? À quoi ils servent Mais ce qui compte, il a tort de dire ça. Ce qui compte dans une élection présidentielle, c'est qu'il y a des électeurs qui se remobilisent, parce qu'enfin, un socialiste leur dit... dans ce camp-là, dans cette partie-là de la gauche, leur dit non, les politiques d'austérité qu'on a menées, il faut en changer. Tant mieux, c'est le constat que nous portons et le diagnostic que nous portons. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez rencontrer Benoît Hamon, que Mélenchon ne veut pas voir, il ne veut pas le rencontrer, quel que soit le résultat de dimanche? Il l'a dit plusieurs fois. Alors, regardez, franchement, à quoi ils servent? Pourquoi faire? Ils nous ont assez dit que la droite et l'extrême droite, il fallait se rassembler. Eh bien, que face à l'extrême droite, il fallait se rassembler. Eh bien, viendrez-vous, viendez, avec son vocabulaire, viendez-vous rassembler, pas de problème. Non mais... on peut mal poser le problème, c'est-à-dire dire il faut le désistement d'un des deux. On voit bien, Jean-Luc Mélenchon et la campagne que nous menons à ses côtés est portée par une dynamique. Jean-Luc Mélenchon ne va pas se retirer. C'est la condition. Et Benoît Hamon vient d'être désigné. Donc moi je pense que si on veut faire avancer le problème, c'est ça que je dis, poursuivons entre nous et poursuivons devant les Français, devant les électeurs de gauche, le débat de propositions en essayant de faire converger le maximum d'idées. Et nous verrons ce qui est possible.
Pour faire converger un homme. Mais 2 hommes. D'abord, mais je ne cesse de dire que si on veut résoudre ce problème-là, il faut le résoudre par le débat d'idées. Et c'est ce qui est en train de se passer. On entend bien, mais est-ce que Pierre Laurent, lundi matin, va prendre son téléphone pour appeler, enfin maintenant on ne fait plus comme ça, en l'occurrence on prend son portable, pour appeler Benoît Hamon? Mais peut-être je parlerai avec Benoît Hamon, pourquoi pas. Je répète, je n'ai jamais cessé de le faire. Oui. Mais il vient d'être désigné par 1,5 million de personnes, ou 2 millions dimanche. S'il est désigné, il ne va pas lundi matin dire j'arrête d'être candidat. Soyons réalistes. Donc, essayons d'avancer en étant réalistes. Qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui sur le plan des idées, puisque vous parlez des idées, qu'est-ce qui vous séparerait de M. Hamon? Par exemple, dans le débat que j'ai entendu mercredi soir, il y a des choses qui m'intéressent, mais j'ai entendu assez peu de choses sur le relèvement des salaires. Je pense que le revenu universel ne suffit pas à répondre à la question des bas salaires dans notre pays. Faire les deux, alors là, ça coûterait une fortune. Non, je pense qu'il faut. Vous êtes pour le revenu universel parce que Mélenchon est contre d'ailleurs. Non, je crois que cette proposition, elle pose beaucoup de problèmes. Oui. Et justement, si elle n'est pas articulée au relèvement des bas salaires, au fait de conforter un certain nombre de droits universels. C'est ce que dit Hamon, hein, quand même. Hein. Écoutez, il a été très discret sur cette question. Non, il dit pour les jeunes, par exemple, pour les jeunes de 18 à 25 ans. Non, mais le revenu universel, c'est pas la hausse des salaires, c'est pas gagner 800 € par mois. Dans un premier temps, il dit ça leur permet. Eh bien, en plus de leur salaire quand ils peuvent travailler... Moi, je parle de relever le SMIC et de réengager des négociations. Ça ne figure pas chez Hamon. Et de réengager des négociations sur les grilles de qualification des salaires. Vous pourriez vous entendre avec Marine Le Pen qui dit « je veux augmenter de 200 euros ». Non, elle ne dit pas ça. Elle dit « je vais baisser ». Elle reprend une vieille proposition de la droite qu'avait déjà fait Sarkozy. C'est on baisse les cotisations sociales et on fait mine d'augmenter les salaires en augmentant le salaire net. Mais en vérité... Comme on baisse une autre partie du pouvoir d'achat des salariés, on n'augmente rien du tout. Donc moi, je parle d'une augmentation franche des salaires prise sur les dividendes, sur les trop gros salaires patronaux, sur les revenus financiers. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Vous êtes France Insoumise. C'est à qui vous êtes derrière... Non, je ne suis pas France Insoumise. J'appelle à voter Jean-Luc Mélenchon comme secrétaire national du Parti communiste. Il y a un débat qui est fort en France et un sujet central qui vous sépare. Le nucléaire. Oui, c'est un sujet parmi beaucoup d'autres. Vous ne vous réjouissez pas de la fermeture de Fessenheim, j'imagine? Non, je crois que sur le nucléaire, pour le moment, la position défendue par le gouvernement actuel est incohérente. D'un côté, on ferme Fessenheim, de l'autre côté, on va essayer de vendre des EPR pour des coûts astronomiques en mettant en difficulté financièrement EDF en Grande-Bretagne. Tout ça n'est pas cohérent. Vous êtes en désaccord avec Mélenchon sur Moi, le nucléaire. je pense qu'il faut la transition énergétique, il faut faire monter en charge les énergies renouvelables, mais il faut le faire dans un mix où on conserve une part importante de nucléaire. 50% ? Une part importante de nucléaire, parce que c'est la seule manière, dans les conditions actuelles, d'assurer les droits... combien on garde ? Oui, mais je pense que... Donc vous êtes sur la ligne du Parti Socialiste là-dessus ? La ligne du Parti Socialiste à laquelle le gouvernement 50%. Fait n'importe quoi. Oui. Il a fragilisé depuis 5 ans toute la filière nucléaire. Ouais. Mais sur cette question-là, je suis probablement plus proche de ce que dit Benoît Hamon que ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Alors après la présidentielle, il y a des élections législatives, puis sénatoriales. Comment ça va se passer aux législatives? Alors le Parti communiste, est-ce qu'il va être sûr, il va être derrière des candidats d'une union avec le Parti socialiste ou derrière, avec la France insoumise? Le Parti communiste veut présenter dans le maximum de circonscriptions des candidats avec des forces de gauche qui portent les mêmes objectifs que lui, PCF, alors, et des communistes, mais avec d'autres forces. Et souvent, on a présenté d'ailleurs, et on va le faire, dans un certain nombre de circonscriptions, des gens qui ne sont même pas encartés politiquement, mais qui veulent travailler avec nous, avec l'objectif d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale, qui soit un groupe communiste, Front de gauche, vous pourrez le garder ? France insoumise, je crois qu'on peut le garder. C'est 15 députés. Je pense que nous avons les forces de garder ça. Donc ce que nous disons, y compris à la France insoumise, dans les négociations, ça tangue beaucoup. Mais ce que nous disons, c'est que là où un député communiste peut l'emporter, il ne faut pas de concurrence de France insoumise. Là où un candidat de France insoumise peut l'emporter, nous pouvons faire le choix inverse. Mélenchon ?
Non, pour le moment, nous n'avons pas trouvé d'accord sur ce point. Donc nous avançons là, sur le terrain, nous construisons des candidatures crédibles. Il y a des candidats dans les 577 circonscriptions. Mais non, mais vous savez, sur les législatives, il y a beaucoup de déclarations d'intention. Ouais. J'entends tout le monde, même ceux qui n'ont aucune organisation, aucun parti, dire qu'ils vont mettre des candidats partout. La réalité ne sera pas celle-là. Bon. Et en plus, au moment des élections législatives, la présidentielle sera passée par là avec des rapports de force qui vont modifier les choses. Il faut donc construire dès maintenant des candidatures partout, c'est ce que nous faisons. Et vous allez aboutir d'ici à combien de temps ? Je ne sais pas. Nous avançons demain, nous présentons à la presse tous les candidats aux législatives que nous avons dans désignés. 577 et non, pas encore dans 577 circonscriptions, dans à peu près 300 demain. Et est-ce qu'il y a des circonscriptions et à cette occasion, d'ailleurs, je ferai un discours sur les questions de la République et les questions dont nous parlions au début de notre entretien. Avec, à propos des assistants parlementaires. Mais est-ce que ça veut dire que dans ces 300 circonscriptions, il y a des circonscriptions où il y a déjà un candidat de la France Insoumise ? Oui, il y en a où il y a pour le moment des candidats qui sont déclarés des deux côtés. Donc il faut résoudre ce problème. Sur combien ? Sur 300 ? Je ne sais pas, dans la moitié à peu près. 150. Probablement. Mais, 150. Ah oui, il y a du boulot là. Il y a du boulot. Mais on va résoudre ce problème en avançant. Ouais. Oui, mais vous dites que vous ne savez pas quand. Mais nous, vous savez, les communistes ont une force, c'est leur ancrage territorial. Et nous avons dans beaucoup de circonscriptions... C'est une question d'argent pour vous. Candidats. Oui, mais ça n'est pas d'abord cette question-là qui nous motive. D'abord, ce que nous voulons faire, et nous sommes un peu les seuls à vouloir faire ça, c'est nous menons la campagne législative dès maintenant, en même temps que l'élection présidentielle, et pas après. Pour des raisons d'abord politiques et démocratiques. Les finances du Parti communiste sont à flot ? Non, elles sont difficiles. Elles sont difficiles. Vous êtes en déficit ? Elles sont difficiles. Nous ne sommes pas en déficit, mais nous réduisons nos moyens de fonctionnement parce que nous avons perdu des moyens et effectivement perdu des élus dans les élections intermédiaires. Vous êtes obligé de faire des prêts. Et vous savez que nos élus contribuent, financent aussi, cotisent à la vie, à la vie du parti. À hauteur de combien d'ailleurs ? Eh bien, en général, le principe chez nous est le suivant. Pour éviter tout enrichissement personnel, nous reversons nos indemnités. L'intégralité. Mais nous gardons ce qui était l'équivalent de notre salaire quand nous étions salariés, puisque nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Donc, nous continuons à garder les moyens de vivre que nous avions avant. Nous versons le reste pour faire vivre le parti et notre travail de parlementaire. Vous n'avez pas besoin de faire des emprunts bancaires ? Les emprunts bancaires, vous n'êtes pas obligé de faire ça ? Non, nous mutualisons cet effort-là. D'accord. Il y a des sénatoriales. Vous êtes sénateur. Il y a des sénatoriales au mois de septembre. Le problème est un peu différent des législatives. Oui, bien sûr. Là, vous êtes en position de force. Il y a par rapport à la France Insoumise. Oui, bien sûr. Nous avons notre ancrage. Bon, c'est une élection indirecte, donc évidemment le tissu et la présence parmi les élus locaux comptent énormément et comptent de manière privilégiée. Donc là, nous avons une force qui est reconnue. Et qui est aussi affaibli par les élections intermédiaires, c'est vrai, qui se sont déroulées, mais nous avons l'ambition, là aussi, de garder un groupe au Sénat. Pierre Laurent sera candidat aux législatives ? Aux législatives, non. Mais vous vous représentez au sénatorial ? Probablement, je me représenterai aux élections sénatoriales. D'accord, ça c'est quasiment certain. Ça n'a pas été encore acté et c'est les militants qui vont le décider, mais je crois que ce sera le cas. Alors, le 5 février, c'est une date qui va faire date dans l'histoire de la politique française, parce qu'il y a des meetings à Lyon. La capitale de la Gaule sera vraiment la capitale de la France. Vous serez où, vous ? Puisque Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon, si j'ai bien compris, et il fera un meeting par hologramme, avec hologramme, à Paris. Vous serez où ? Vous serez à Lyon ou à Paris avec l'hologramme ? Non, si je suis quelque part, c'est à Paris. Je ne sais pas encore, parce qu'avant que tout cela soit annoncé, j'avais pris un engagement de nature électorale ailleurs. Donc, mais si je suis quelque part, je serai à Paris. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique-là de l'hologramme ? Écoutez, moi, je suis d'une manière générale. Bon, il y a l'aspect technologique qui est assez marrant, mais d'une manière générale, vous connaissez ma réticence assez profonde sur la personnalisation extrême de la vie politique.
Bon, donc je ne suis pas sûr que pour faire des meetings partout, on ait besoin de se reproduire. Sauf que ça fait il suffit, on est suffisamment nombreux et il y a suffisamment de gens fait des économies, hein. pour gagner. Oui, mais il y a des gens, d'autres dirigeants, d'autres responsables, d'autres porte-paroles qui peuvent parler. Nous ne sommes pas obligés de nous reproduire de cette manière-là. Bon, le côté technologique et ludique... Bon, après, je ne suis pas sûr que ce soit la reproduction du même partout qui soit l'avenir de la politique. Petite question, un deuxième tour à la présidentielle, un second tour Fillon-Macron, vous votez pour qui ? Écoutez, nous n'en sommes pas là et chaque jour qui passe nous réserve beaucoup de surprises. Donc je pense que ce qui est en train de devenir intéressant, et je le disais tout à l'heure, et qui n'était pas prévu il y a quelques semaines, c'est que la gauche est en train de retrouver des couleurs. Et nous en portons une part conséquente. Donc moi, je crois toujours à la possibilité de qualifier un candidat de la gauche au deuxième tour. Et je ne mets pas Macron dans ces candidats-là. La gauche, Macron n'est pas de gauche. Le programme qu'il porte n'est pas de gauche. D'ailleurs, même lui-même n'arrête pas de dire qu'il n'est pas de gauche, pas de droite, qu'il veut... naviguer entre tout cela. Donc c'est lui-même qui ne se définit pas de gauche, c'est pas moi qui le dis. Et un second tour Macron-Le Pen, par exemple ? Non mais vous n'arrêtez pas de me présenter des alternatives qui ne me conviennent pas. Moi je travaille et je vais continuer à travailler pour une alternative où il y a un candidat de gauche au deuxième tour. La gauche reprend des couleurs, c'est le sentiment de Pierre Laurent ce matin, le secrétaire national du Parti communiste, qui s'exprimera demain à propos de beaucoup de choses, mais notamment aussi des législatives. Et maintenant, chers internautes, on va poser vos questions avec Mathilde Sirot. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Nos internautes ont bien compris une chose, c'est qu'à partir de dimanche soir, après la victoire du vainqueur, la victoire du candidat qui sortira des urnes dimanche soir lors de la primaire de la gauche, le mois de février va être consacré essentiellement à des discussions entre vous, avec le gagnant, avec aussi Jean-Luc Mélenchon, peut-être les écologistes, et ils en ont marre. Ils disent, la gauche en fait va continuer ses manœuvres politiques. Vous n'avez pas peur que ce soit encore un boulevard pour Emmanuel Macron ? Non mais justement, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un cycle de manœuvres, comme vous dites. Moi, le choix que je fais, au contraire, que je propose, c'est qu'on intensifie le débat d'idées. Regardez, comment Benoît Hamon a créé la surprise, parce que personne ne le voyait candidat. Vous non plus, il a créé la surprise parce qu'il a parlé du fond, avec sa proposition que je discute par ailleurs, mais de revenu universel. Eh bien moi, je pense que nous devons créer la surprise sur comment refonder la République, sur notre proposition de sécurité, d'emploi et de formation que nous allons présenter avec André Chassaigne mercredi à l'Assemblée nationale, sur des sujets de fond. Plus nous allons intensifier ce débat de fond, plus les gens, ça les intéressera, et pas les manœuvres des uns et des autres et les discussions de pouvoir. Donc vous allez parler du fond, essayer d'amender certaines mesures que lui propose. Mais surtout en parler avec les citoyens. C'est eux qui doivent arbitrer ça et qui doivent faire sentir aux uns et aux autres ce qu'ils souhaitent vraiment mettre en avant. J'ai parlé tout à l'heure de la question des salaires. Je trouve qu'assez peu de gens en parlent. La question du renouveau industriel du pays, de la transition écologique. Parlons de ces grands sujets. Ils ont parlé du chômage d'ailleurs, à la primaire de la gauche. Pas tant que ça, ils ont parlé du travail, mais pas du chômage. Arnaud Montebourg en parlait, mais d'ailleurs il y a des idées que Arnaud Montebourg a aussi avancées dans le débat qui méritent d'être continuées de discuter. C'est pas parce qu'on n'a pas de candidat à la présidentielle qu'on n'a aucune idée. Il y a des millions de gens qui ont beaucoup d'idées. Donc moi je crois que si on redonne du goût au débat politique par le débat de fond, eh bien on créera les conditions d'améliorer le paysage présidentiel. Depuis, on prend trop le problème à l'envers. Je sais bien qu'on n'arrête pas de m'y pousser, mais je pense que c'est la bonne manière de déverrouiller la situation politique. Et avec les écologistes, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des discussions avec Yannick Jadot ? Est-ce que vous voyez aussi Cécile Duflot qui continue à faire des choses ? Elle a lancé une association politique. Mais de la même manière, moi je continue de parler avec les écologistes. Là, un handicap, parce que David Cormon, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, et Cécile Duflot étaient présents à la cérémonie des vœux que j'ai fait en janvier au siège du Parti communiste. Donc nous continuons bien évidemment à dialoguer, d'autant que les questions de fond qu'ils posent, là j'en reviens au fond, sont des questions qui nous intéressent. Donc je crois que c'est sur ces questions-là qu'il faut faire progresser les convergences. Et que c'est comme ça que peut-être nous arriverons à lever
les obstacles de dispersion actuels à la présidentielle, et puis aussi en vue des élections législatives, parce que les 2 élections comptent autant pour nous. Une question d'Éric qui nous écoute en direct sur Facebook. Quel score pensez-vous obtenir cette année à l'élection présidentielle ? Alors vous n'êtes pas candidat, mais vous soutenez avec Jean-Luc Mélenchon, nous visons un score qui nous qualifierait, sondages actuellement, qui nous qualifierait au second tour de l'élection présidentielle. Vous y songez? Écoutez, quand on se lance dans une campagne de cette nature-là, c'est pour jouer les premiers rôles. Mélenchon peut être au 2e tour. Moi, je travaille à cela. C'est quoi les conditions pour qu'il y soit? Eh bien, justement, il faut mener un débat ouvert, un débat qui s'adresse à l'ensemble des femmes et des hommes de gauche, à l'ensemble de ceux qui, dans les milieux populaires, se tiennent un peu à distance du débat politique, parce que la nature du débat politique ne leur donne pas envie aujourd'hui. Oui, des abstentionnistes ou des ouvriers, des cheminots, des salariés que moi je croise sur le terrain et qui en ont un peu assez justement de tout ce débat politique très éloigné de leurs préoccupations. Donc, et Cécile Duflot, vous lui parlez ? Oui, bien sûr. Moi, vous savez, je suis probablement celui qui, à gauche aujourd'hui, parle de la manière la plus ouverte possible à l'ensemble des familles de la gauche. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut reconstruire une majorité de gauche après le désastre du quinquennat. Khalid vous y invite, il a son idée, lui. Il a peut-être pas tort, si on regarde la masse. Il faut fusionner Mélenchon, Hamon, Macron pour une gauche forte. Moi, je crois que Macron ne fait pas partie de cette gauche forte. Ah oui, mais alors là, vous mettez une épine. Non, mais il faut parler avec ceux qui sont tentés par le vote Macron en pensant que c'est le renouveau de la politique. Et ce débat ne fait que commencer. Parce que n'oubliez pas que même si nous, les responsables politiques, vous, les journalistes politiques, nous parlons de ces questions depuis des mois, il y a des millions et des millions de gens qui sont en train d'entrer dans le débat maintenant. Bien sûr. Et c'est eux qui vont changer la donne. Et une question sur les législatives. Comment va se passer la campagne vraiment sur le terrain avec donc vous, le PCF et France Insoumise? Mais nous, je l'ai dit, nous travaillons à présenter des candidatures dans chaque circonscription, mais ces candidatures, nous essayons de le construire avec le plus de force possible. Donc partout sur le terrain, nous allons voir par exemple les militants de France Insoumise pour leur dire faisons cause commune aux élections législatives. Pour le moment, la situation, il faut le dire, elle est un peu figée, elle est un peu bloquée. Mais nous ne désespérons pas de lever ces obstacles qui sont le bon sens. Et d'autant plus qu'aux élections législatives, il faut non seulement rassembler les forces du Parti communiste de la France Insoumise, mais très au-delà si on veut avoir des députés. Vous avez encore cette énergie pour le rassemblement des gauches. Vous aviez d'ailleurs plaidé pour une large primaire et en fait, on voit que on en est au même débat. C'est indispensable. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la menace demeure d'un deuxième tour de l'élection présidentielle qui ne qualifie que la droite et l'extrême droite. Et pourtant, moi, ce que je sens en ce moment monter dans le pays, c'est un certain réveil des électeurs de gauche qui sont en train de se libérer de ceux qui les ont conduits à la catastrophe. Donc Hollande a renoncé et Valls, je l'espère, va être éliminé par la primaire socialiste. Ça veut donc dire que le peuple de gauche est en train de reprendre la main. Et donc il y a des choses nouvelles qui sont en train de se passer. C'est dans ce sens-là que nous allons pousser. Dernière question qui revient assez fréquemment. Combien il reste d'adhérents au Parti communiste ? Nous avons 120 000 adhérents qui ont une carte du Parti communiste, qui est une carte triannuelle, qui est remise tous les 3 ans. Et il y en a un peu moins de la moitié, un peu moins de 60 000, qui sont des cotisants réguliers, à jour de leur cotisation. Au Parti communiste et qui participent et qui ont le droit de vote dans toutes nos consultations. Ça veut dire que la moitié d'entre eux ne sont pas à jour de cotisation. Voilà, parce que ce sont des adhérents de cœur qui veulent continuer d'affirmer notre soutien, mais qui sont moins militants que les autres et moins impliqués. Voilà, c'était les réponses à vos questions, chers internautes, de Pierre Laurent. Et puis, merci à Pierre Laurent, donc, de s'être prêté à cet exercice. Et puis, on vous donne rendez-vous dès 20h dimanche avec Mathilde Siraud. N'oubliez pas, pour commenter, analyser et vous présenter les résultats du deuxième tour de la primaire de la gauche entre Benoît Hamon et Manuel Valls. À dimanche.